Bonjour Stanislas Guerini. Bonjour. Vous faites partie des parlementaires La République En Marche et donc de ceux qui iront à Versailles écouter le discours au Congrès du président de la République, lequel président de la République a manifestement décroché dans les sondages. Qu'est-ce qui explique ce début de glissade ? Vous savez, moi je ne suis pas obsédé par cette question des sondages. Je suis obsédé par le fait qu'on apporte des résultats aux Français. Je crois que c'est ça le sujet principal. Les Français attendent des résultats. Nous savons c'est pour ça, depuis le départ. Ce manque de résultats, en tout cas apparent qu'aujourd'hui. Mais moi, je peux tout à fait comprendre l'idée qu'on se dise que globalement dans le pays, les choses aillent mieux, que la croissance repart, qu'il y a un nombre record de promesses d'embauche, de création d'emplois. Et puis quand on vit sa situation personnelle, que soi-même on n'a pas retrouvé un job, eh bien on puisse se dire que c'est encore plus insupportable. Et donc notre engagement, c'est de se battre jusqu'au bout pour que le changement politique qu'on a mis en place, qui est un changement systémique, d'essayer de passer d'une politique de pure redistribution à une politique où on investit à la racine, où on fait des changements structurels pour faire en sorte que l'on ait des résultats, pas pour 1 an ou 2 ans, mais pour les 25, les 30 prochaines années. Donc éventuellement un sentiment qu'il manque des résultats ou que ces résultats ne seront pas perceptibles sur sa propre situation. Pas d'erreur personnelle, pas de flottement dans le positionnement du chef de l'État, pas de vous savez, petites erreurs de communication. Ma conviction, c'est qu'il faut toujours être modeste, beaucoup plus expliquer avec humilité ce qu'on a pu faire. Dans cette première année de mandat, on en a tous tiré des conséquences, y compris sur des erreurs que nous avions pu faire. Par exemple, je pense que nous avions mal expliqué le transfert de la CSG vers les baisses de cotisations salariales. Ouais. On a donné l'impression parfois qu'on considérait nos anciens un peu comme des porte-monnaies. Eh bien, je pense que ça, qui n'ont pas eu, eux, de compensation de cette hausse de la CSG, précisément. Ils auront une diminution progressive et une suppression pour 80% d'entre eux de la taxe d'habitation. Oui. Mais ce qui est vrai, c'est que vous avez clairement considéré comme un porte-monnaie, puisque Emmanuel Macron lui-même disait il y a eu pendant des années et des années un avantage sur cette génération, ils peuvent bien en redonner un peu aujourd'hui. Erreur ? Moi, vous savez, je suis un parlementaire de terrain, donc j'écoute ce que disent les gens qui viennent dans ma permanence. Et effectivement, il y a certains retraités qui sont venus me dire, vous savez, moi je donne à mes petits-enfants, je suis très très actif dans la société, je pense que c'est vrai de nos anciens. Et donc, ils se sont parfois un petit peu sentis attaqués là-dessus. Donc, il faut toujours expliquer avec beaucoup plus d'humilité, je crois, ce qu'on essaye de faire. En tout cas, on va s'y employer. Expliquer avec beaucoup plus d'humilité ce qu'on essaye de faire, ou j'allais dire de ne pas faire, puisqu'un certain nombre de décisions ont été reportées. Plan pauvreté, plan sur les hôpitaux, et puis plus généralement ce qu'on appelle le CAP 2022 ou CAP 22, c'est-à-dire ce grand plan de réduction de la dépense publique. Tout ça, on a l'impression que le gouvernement, en particulier le chef de l'État, le repousse devant soi. Erreur, là aussi ? Non, je ne pense véritablement pas, puisque ce qu'il faut souligner, c'est que ce n'est pas l'annonce qui fait les plans, c'est leur entrée en application. Et en l'occurrence, il n'y aura pas de report sur l'entrée en application des différents plans que vous avez pu mentionner. L'idée, c'est de bien préparer les choses. Vous savez, parfois, il y a des injonctions un peu contradictoires dans la vie politique. Oui, on dit vous allez trop vite, on ne comprend pas le sens. Et puis, quand on prend un petit peu plus de temps pour bien préparer les choses, pour faire en sorte, par exemple, sur le plan pauvreté, que des mesures essentielles, des arbitrages essentiels, vous savez que l'État pourrait recentrer un certain nombre de versements. Sur le RSA, par exemple. Je crois que cela vaut le coup parfois de mieux préparer les choses, mais ça, que les plans soient effectifs. Technique. Ça, c'est de la technique, ça, et il y a, y compris dans vos troupes, je veux dire au sein de La République En Marche, au sein de ceux qui ont été élus sur le programme d'Emmanuel Macron, qui devraient le défendre à fond, il y a un doute sur le bon équilibre entre les mesures économiques qui ont peuplé la première année du quinquennat et ce que certains d'entre vous appellent le manque de mesures sociales ou le virage social nécessaire. Est-ce que vous expliquez ça juste par de la technique, les plans ne sont pas prêts, ou est-ce qu'il y a autre chose ? Non, je me bats, mais vraiment fondamentalement contre une idée qui serait celle que la première année aurait été libérale, économique, je ne sais comment la qualifier, et la deuxième devrait être sociale. Notre première année est une année sociale. Mais j'insiste vraiment fondamentalement là-dessus. Quand nous investissons dans la prévention, quand nous faisons le reste à charge zéro, le dédoublement des classes, quand nous investissons 15 milliards d'euros dans la formation professionnelle, quand nous augmentons la prime d'activité, quand nous augmentons la mobilité dans le logement. Tout ça est documenté, tout ça est vrai, sociales, et ça n'est pas ressenti. Et donc, politiquement... Je suis heureux de vous l'entendre dire, parce que parfois, j'ai l'impression qu'au final, il n'y aurait que le dédoublement des classes dans cette première année. Et donc je crois qu'il faut se battre sur deux choses. D'abord,
l'expliquer. J'essaye modestement de le faire. Et deuxième chose, de faire en sorte que ces mesures, ces décisions, au fond, que nous avons prises dans cette première année de mandat, soient véritablement effectives. Je crois que le grand malheur de la vie politique, c'est cette différence entre ce que racontent les députés, parfois quand ils viennent vous voir en disant « nous avons voté ça », et puis le sentiment, vous voyez, que c'est fini, notre job est fait, que ça devrait être par un coup de baguette magique immédiatement perceptible par les Français. Eh bien, je crois que c'est une erreur profonde. L'erreur que nous ne devons pas faire, c'est de laisser les réformes en l'état. Nous devons les emmener pour qu'elles se traduisent dans la réalité réelle des changements effectifs pour nos concitoyens. Et donc, ceux qui, au sein de La République En Marche, encore une fois au sein de votre parti politique, disent qu'il faut plus de social, se trompent ou en tout cas n'ont pas compris que les mesures avaient été prises et qu'il manquait de la perception. La grande majorité de ceux que j'entends s'exprimer sur ce sujet-là disent qu'il faut mieux expliquer, mieux mettre en perspective notre politique sociale. Là-dessus, je les rejoins. Et donc, je crois qu'on essaye parfois de faire... Est-ce que vous attendez du président de la République en tout cas cet après-midi Je crois que ça sera un intérêt majeur du discours du président de la République d'expliquer, puisque quand nous entraînons un changement systémique, je le disais, eh bien, il faut passer du temps à donner du sens à la politique, dire quel était l'état du pays qui a été trouvé, le sens de la politique qui a été enclenché dans cette première année, et puis surtout donner un cap pour les 4 années qui restent. Mon obsession, ce sont ces 4 années qui restent dans le quinquennat. Faire aussi quand même un petit peu de bilan. Ce matin, le journal de l'Opinion dresse au moins 3 réformes sur lesquelles, 3 engagements sur lesquels Emmanuel Macron avait donné un calendrier très précis, l'année. Il y a 1 an de ça, la réforme des institutions, elle devait être bouclée, elle n'a pas encore commencé formellement. Elle est dans les circuits, mais l'Assemblée commence demain. En tout cas, ça n'a pas été fait dans l'année. La prolifération législative qui devait être combattue, et beaucoup d'entre vous se plaignent de l'excès de lois, d'amendements, enfin d'un surplus de travail législatif. Je vous trouve un peu injuste, Nicolas Bétou, mais je vais vous laisser donner le troisième engagement et je vais vous répondre. De gens de chez vous et de l'opposition. Et cette république contractuelle que le président de la République appelait de ses voeux, et on voit fleurir les critiques sur à la fois la personnalisation du pouvoir, le fait qu'il y ait une concentration des pouvoirs dans les mains du président de la République, et puis le fait que les corps intermédiaires comptent beaucoup moins dans son esprit qu'il y a 1 an. Vous savez, ce sont 3 grands sujets que vous lancez. Je vais peut-être vous répondre sur le dernier d'entre eux, sur la République contractuelle, parce que je pense que c'est une idée fausse de penser que nous ne serions pas engagés dans cette voie-là. Regardez ce que nous avons fait sur le budget avec les collectivités locales. C'est un changement inédit de dire au fond aux collectivités, aux 322 plus grosses d'entre elles, eh bien justement, nous allons contractualiser l'effort qui vous est demandé. Nous allons faire une politique qui est plus intelligente que celle du rabot. Ça ne convainc pas tout le monde, hein, vous le savez, les 3 grandes associations mais parce des collectivités locales, territoriales. Ce que j'estime être une posture sur ce sujet-là. Mais c'est de la politique. Je fais remarquer que malgré cette position des têtes de pont, si je puis dire, 70% d'entre elles ont décidé de contractualiser. C'est au contraire une victoire politique, je pense, majeure, une victoire politique pour l'ensemble, les collectivités les relations avec les syndicats. Et l'État. Les relations avec les syndicats, je crois qu'elles sont parfois un peu caricaturées. Regardez le nombre d'amendements qui ont été apportés par la CFDT et par l'UNSA dans la réforme ferroviaire. C'est très majeur, le texte a beaucoup évolué entre le jour 1 et le texte que nous avons voté à l'Assemblée nationale. Je pense qu'il faudra continuer ce dialogue avec les syndicats, mais dire qu'il n'y en a pas eu, ce serait caricatural. Un dernier mot, si vous voulez bien. Qu'est-ce que le président de la République doit absolument éviter de donner comme sensation, comme impression à la fin de son discours? Vous ne pourrez pas répondre, ou en tout cas, vous pourrez répondre et lui n'écoutera pas. Est-ce que ça doit changer, ça, un jour? D'abord, vous savez très bien qu'il écoutera, je crois, il n'écoutera pas là. Physiquement, parce que c'est le sens de nos institutions, mais il écoutera attentivement les réponses qui seront apportées par les différents groupes politiques. Moi, je n'ai pas de leçon à donner au président de la République. Mon attente, en tous les cas, c'est que nous ayons un moment d'explication et de cap sur le sens de la politique qui est menée. Cap sur le sens de la politique. Merci, Stanislas Guerini. Merci, Nicolas Bétou.